D'abord, il faut savoir que, contrairement à ce que l'on peut penser, ce que l'intuition nous fait penser, mener n'a pas que des avantages. Mener, ça peut être s'exposer, ça peut être laisser en fait la possibilité à l'autre de réagir, et de réagir pas nécessairement de façon négative pour lui. Il peut y avoir intérêt à laisser quelqu'un s'avancer. Donc ça, c'est un résultat bien connu en théorie des jeux, qui est de ce qu'on appelle les avantages de premier et de deuxième joueur. Alors en matière de concurrence fiscale, en fait, dans un papier avec Grégoire Rota-Graciosi, qui est économiste à la division fiscale du FMI, eh bien, nous avons dégagé les conditions générales qui permettent de déterminer, en fonction des caractéristiques des deux joueurs, lequel a intérêt à mener et lequel a intérêt à suivre, sachant qu'il peut y avoir intérêt à laisser l'autre mener. Donc à la question de savoir qui mène, eh bien, il n'y a pas de réponse générale. Les économistes qui s'intéressent à la question de la concurrence fiscale se sont penchés à l'aide de leurs modèles théoriques, mais aussi à l'aide de modèles empiriques, en regardant un petit peu les données sur cette question, en essayant de préciser tout de même quelles étaient les caractéristiques des pays qui menaient la concurrence fiscale. Et ils sont partis comme une sorte d'observation facile le suggère, ils sont partis de l'idée que c'était des petits pays. Les petits pays mèneraient la concurrence fiscale de cette façon pour compenser ainsi leur faible taille et préempter la concurrence. Ceci étant dit, en matière de jeu, la notion de préemption n'a pas grand sens, parce qu'en général, on raisonnera à information parfaite. Donc, tout le monde sait un petit peu ce qui va se passer. Donc, ce n'est pas tellement de la préemption. Ceci étant dit, du coup, on s'est intéressé à la question de ce qu'était un petit pays. On a pensé que c'était la taille. Mais la taille, c'est un peu un facteur insuffisant. Pour l'économie, ça ne dit pas grand-chose. Du coup, on s'est ensuite tourné vers la question de savoir si ce n'était pas des pays qui avaient une moindre capacité économique, un moindre pouvoir de marché, par exemple, ou bien une moindre capacité d'intervenir sur les facteurs de production, de les faire venir. Et puis ensuite, ça nous a amené à une troisième vague de résultats, qui a consisté à penser que l'on est relativement petit, et c'est plutôt en matière de dotation relative du capital. En fait, le capital, il a deux formes. Il y a le capital proprement financier, c'est-à-dire la capacité de mobiliser des fonds, et puis il y a le capital productif, c'est-à-dire le lieu de l'investissement des fonds. Et l'on peut avoir des pays qui sont petits, relativement petits parce qu'ils ont peu de capital investi sur leur territoire, mais qui sont richement dotés en capital financier. Et d'une certaine façon, et c'est ainsi que l'on pourrait définir un petit pays, c'est un petit pays relativement à sa structure de capital, c'est lui qui mène la danse, ou qui peut la mener, et là on a potentiellement une explication de la notion de centre offshore, c'est-à-dire ces petits pays comme les îles Vierges ou les îles anglo-normandes, qui sont en fait très richement dotés en capital financier, mais sur lesquels très peu de capital est de fait investi. Et c'est probablement eux qui mènent la danse fiscale.
Alors, la France se trouve, en termes agrégés, pour commencer, très en haut. Ça c'est clair, c'est le pays avec, je crois, le Danemark, pour lequel le taux de prélèvement obligatoire rapporté au PIB est le plus élevé dans une nomenclature normalisée par l'OCDE. Il est toujours très compliqué de comparer des dispositifs fiscaux, parce qu'ils peuvent avoir des déductions, parce que les assiettes diffèrent, etc. L'OCDE a procédé à une normalisation. Apparemment, enfin, d'après cette normalisation, la France est très élevée. Et puis, elle a, dans les années récentes, été l'un des pays de l'OCDE pour lequel la pression fiscale a augmenté le plus vite. Mais attention, et en conformité ou dans la ligne de ce que je viens de dire, ne s'intéresser qu'à ces chiffres très agrégés ne suffit pas à fonder un diagnostic et en particulier à expliquer que la situation française est catastrophique. Pourquoi? D'abord parce que la concurrence fiscale ne s'exerce en fait que sur les bases fiscales qui sont les plus mobiles. Et toutes les bases fiscales, par exemple, par définition, les bases immobilières, ne sont pas mobiles, sont très peu mobiles. Et donc, attention de se dire, de passer au sophisme qui consisterait à dire, puisque la France a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé ou parmi les plus élevés de l'OCDE, elle pâtit de la concurrence fiscale. Deuxième mise en garde, la question est toujours de savoir ce que l'on fait avec l'argent public. Et peut-être que la France prélève beaucoup d'impôts, mais qu'elle utilise de façon efficace, ou en tout cas conforme aux souhaits de ses résidents, et dans ces conditions, peut-être que des agents économiques peuvent avoir intérêt à venir en France pour bénéficier de ces prestations. Donc, soyons prudents en matière de diagnostic et sachons simplement, souvenons-nous que la France est dans un espace, dans une économie mondiale, ouverte, mobile, et qu'elle ne peut pas fixer ses barèmes fiscaux, pas plus que les prestations qu'elle offre à ses résidents, de façon inconsidérée, en faisant abstraction du fait qu'elle est dans un environnement concurrentiel.